Êtes-vous prêt à découvrir mes 3 fonctionnalités préférées dans les outils de design modernes? Ceci pourrait bien changer grandement votre process et vos habitudes de conception. C'est à découvrir tout de suite dans Parlons Design. La saison 5 de Parlons Design est sponsorisée par The Kakatoes Theo, le site des product design. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, un épisode qui sera peut-être un petit peu plus sulfureux que d'habitude. En effet, on va parler de 3 fonctionnalités auxquelles vous ne vous attendez pas vraiment, mais qui peuvent vraiment changer votre process de design et sont vraiment clés dans mon process personnel de design. Et pourtant, vous allez voir, c'est pas des fonctionnalités très évoluées pour la plupart. Mais des fois, et c'est ça qui est quand même vachement intéressant, des features hyper simples peuvent être des bénéfices géniaux pour venir rajouter de la simplicité finalement juste dans vos process pour pouvoir rajouter des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé. Et du coup, voilà, je vais vous faire ma petite review, je trouvais ça assez rigolo parce que c'est quand même la grande tendance, le top 3 de ça, le top 5 de ça, de vous faire un petit top 3 avec 3 fonctionnalités, vous allez voir qui en soi ne sont pas révolutionnaires, mais qui par contre peuvent avoir un usage hyper important, hyper game changer dans votre process de design. Alors, je vais pas vous faire attendre plus longtemps et on va commencer par la première fonctionnalité que j'adore, c'est le drag and drop d'une image directement dans un logiciel comme Figma ou Adobe XD. Alors, bien sûr, là, comme ça peut paraître hyper bête, mais en fait, c'est vraiment la pierre angulaire un petit peu de mon process de design. Parce que je m'en sers tout le temps pour importer des wireframes papier. Je vous en ai parlé souvent dans ce podcast, mais pour moi, c'est extrêmement important de commencer par des wireframes papier et non pas de commencer directement dans des logiciels de conception, dans des logiciels de design. Pourquoi c'est super important? Parce que le papier, ça nous offre une liberté absolue. On n'a pas de limites de formes qui sont plus compliquées que d'autres, d'effets qui sont plus compliqués que d'autres à faire. De toute façon, on fait tout en mode minimaliste, en mode ouais, ce sera à peu près comme ça. Et du coup, on a vraiment cette grosse liberté de création et une rapidité d'exécution de folie. Clairement, on a un outil qui nous permet de potentiellement tout dessiner, tout sketcher. Le but, c'est pas d'avoir de la précision, il n'y a pas du tout besoin d'être bon en dessin pour faire ça. Il suffit juste de faire plus ou moins des cas, d'organiser un petit peu sa pensée directement sur papier. Ça permet vraiment donc, d'organiser nos idées hyper simplement, hyper facilement, et aussi d'itérer hyper rapidement, parce que c'est très simple de faire 10 petits dessins en une dizaine, une quinzaine de minutes. C'est un truc qu'on va pas se prendre la tête, on va pas commencer à faire des blocs, des composants, des groupes, des choses comme ça. Pas du tout. On va pouvoir vraiment tester plein d'organisations différentes, plein d'idées différentes, plein d'informations différentes, plein de potentiels styles différents directement sur papier. Et du coup, c'est un outil qui me semble absolument nécessaire si on veut faire en fait notamment du bon design d'information. Ça commence par là, par pouvoir itérer rapidement sur les différentes organisations qu'on va pouvoir mettre en place directement dans notre interface. Et commencer direct sur un outil, c'est vraiment trop réduire ses possibilités, se réduire en fait finalement aux outils principaux de Figma, d'Adobe XD, et donc perdre du temps, perdre de la qualité dans le résultat final, tout simplement. Donc bien commencer, c'est extrêmement important. Alors comment utiliser cette fameuse fonctionnalité de drag and drop de vos wireframes papier? Vous allez déjà commencer par prendre le temps de vous poser, de faire vos premiers wireframes sur papier, et de réfléchir tout simplement à ce que vous voulez créer par la suite. Derrière, va juste falloir le scanner. Alors, on peut utiliser bien sûr une imprimante scanner pour scanner, mais souvent, si vous avez un téléphone relativement récent, vous avez des fonctionnalités de scan hyper qualitatives qui suffisent amplement. Alors soit nativement sur votre téléphone, soit il y a des applications dédiées à ça qui ont en général une meilleure qualité de scan, qui vont faire un petit retravail également pour supprimer la perspective, rendre le texte un petit peu plus lisible. Donc il suffit de scanner rapidement avec son téléphone, de l'importer dans Figma. Pareil, Figma va vous proposer quelques outils, quand on importe une photo, on a quelques outils pour retravailler le contraste, les hautes lumières, les ombres, les choses comme ça. Donc vous pouvez potentiellement directement dans Figma, par exemple, retravailler un petit peu votre image pour qu'elle soit plus lisible. Et puis ensuite, il y a juste à la poser sur votre plan de travail à côté de votre plan de travail réel, on va dire, sur Figma, pour concevoir votre interface et la refaire en mode plus concret, plus avancé, directement dans votre logiciel de design favori. Voilà.
C'était ma première petite feature préférée et elle est sincèrement hyper importante, hein, parce que travailler avec des wireframes déjà pensés à l'avance, ça va vous faire gagner un temps de malade. La deuxième fonctionnalité, qui elle est peut-être un petit peu plus sérieuse, et vraiment utile également, c'est l'historique des documents. C'est disponible autant sur Adobe XD que sur Figma, et c'est une fonctionnalité sous-exploitée par la plupart des designers. Et pourtant, ça peut vraiment être un peu le nouveau maître de l'organisation et de l'archivage chez vous, hein. On arrête d'entasser, de se perdre dans les fichiers avec 36 000 versions, et en même temps, on garde quand même un historique de nos versions, hyper clair, hyper simple à lire. C'est super important. Aujourd'hui, tous ces outils-là, c'est des vrais espaces collaboratifs, hein, on peut être à plusieurs sur un seul fichier en même temps. Si on commence à dupliquer pour faire un fichier V1, V2, V3, ça devient ingérable pour l'équipe entière, parce que du coup on va jamais savoir sur quel fichier faut travailler. Donc on a vraiment cette obligation d'avoir un unique fichier pour pouvoir travailler simplement et sereinement. Cependant, c'est super dommage de perdre cet effet d'historique. Si on utilise ces outils d'historique des documents directement intégrés, ça va être hyper simple à lire pour les différents utilisateurs de ce projet-là. On va pouvoir savoir directement que la dernière version c'est ce fichier-là, parce que c'est toujours comme ça, et remonter très facilement dans l'historique des versions, voir aussi à quelle date ça a été effectué, pourquoi. On va pouvoir revenir en arrière hyper simplement. Si on veut juste jeter un coup d'œil, ça va nous prendre quelques secondes. Si on veut récupérer une ancienne version, ça nous prendra une petite minute. En tout cas, c'est hyper simple. Et pour un nouveau qui débarquerait sur le projet, ça lui permet aussi beaucoup plus facilement de comprendre comment avancer le projet, d'où il est parti, à quelle date, à quelle vitesse ça a évolué, quels ont été les gros changements au fur et à mesure, si l'historique a bien été géré. Alors comment utiliser au mieux cette fonctionnalité de l'historique des documents ? Déjà, faut la trouver. Elle n'est pas hyper mise en avant. Sur Figma, c'est avec la petite flèche en haut, à côté du titre, et sur Adobe XD d'ailleurs, c'est pareil, et vous allez pouvoir directement avoir un accès à l'historique sous 30 jours de toutes les dernières modifications qui ont été effectuées sur le fichier. Alors ça, c'est hyper pratique pour faire des petites annulations rapides. Cependant, déjà ça s'efface au bout de 30 jours, et puis il n'y a pas de titre, on ne sait pas à quelle version correspond à quoi. Mais c'est là où il y a une fonction super intéressante, c'est qu'on va pouvoir nommer chaque version importante. Alors le but, c'est pas du tout de nommer toutes les versions qui sont enregistrées automatiquement par votre logiciel de design, mais uniquement de nommer vraiment les grosses versions où il y a eu un gros changement qui a été fini. Fixez-vous une nomenclature un petit peu claire. Par exemple, moi je vais utiliser en général V 1.1, 1.2, 1.3, 2.0, etc. qui correspond à la version de l'application, par exemple si je travaille sur une application. Et je vais mettre tiret. Et là, je vais faire une description un petit peu de la nouveauté principale de cette version. Par exemple, version 1.1, nouvel espace membre. Version 1.2, homepage améliorée. J'en sais rien. Voilà, etc. Et donc avoir une nomenclature hyper consistante qui va faire que quand on va ouvrir l'historique, on va pouvoir voir, il y a eu la V1.0 qui a apporté tout ça à telle date, il y a eu la V1.1 un mois plus tard avec le nouvel espace membre, et 2 semaines plus tard, il y a eu la V1.2 avec tel truc. Et donc ça va permettre à tout le monde d'avoir une vision hyper claire de qu'est-ce qui s'est passé, et surtout au moment où on va vouloir se dire « Ah attends, je voulais voir comment c'était à cette époque-là », on va pouvoir y aller hyper simplement parce que cet historique-là, les versions nommées sont gardées à l'infini et sont pas du tout effacées au bout de 30 jours. Donc sur le long terme, vous allez pouvoir avoir un historique hyper long, hyper clair de toutes les anciennes versions, tout en restant à travailler sur un seul et unique fichier. Et donc voilà, dès que vous aurez besoin, vous pourrez revenir là où vous avez besoin. On va ainsi pouvoir passer à la troisième fonctionnalité, ça suffira, qui est le Picture in Picture. Alors là, c'est même pas, j'ai complètement dérivé, c'est même pas une fonctionnalité directement de vos outils de design, mais plutôt de vos ordinateurs directement. Pourquoi je vous conseille d'utiliser à fond le Picture in Picture ? C'est parce que aujourd'hui, on a tendance à beaucoup mettre les plugins en avant, plugins pour faire effet néon, plugins pour faire effet glass morphism, etc. Et c'est vachement dommage. Pourquoi ? Parce que du coup on n'apprend pas par la pratique, on sait pas vraiment faire, on sait juste utiliser un plugin qui le fait, alors que les plugins c'est des raccourcis.
le plus intéressant en vrai pour nous en termes de culture de design, en termes d'apprentissage sur long terme, c'est d'apprendre à chaque fois. Quand il y a un nouveau style, apprendre à le faire, tester à le faire. Alors peut-être que ça nous servira à rien parce qu'on va pas utiliser ce style en tant que tel, mais on aura un nouveau skill qui est comment faire un truc qui ressemble à du verre, et peut-être que dans une future idée créative, ça pourra nous resservir de savoir l'exploiter ou de savoir jouer avec pour créer quelque chose de nouveau, et c'est là que c'est vachement intéressant. Donc comment le picture-in-picture peut vous aider à ça ? C'est tout con. Vous avez une envie, une idée créative, vous recherchez sur YouTube ou votre plateforme préférée, mais globalement YouTube c'est là où on a un max de contenu, notamment pour les créatifs. Vous lancez le mode picture-in-picture, comme ça vous pouvez le voir dans le petit coin de votre ordinateur pendant que vous êtes en train de créer. Vous suivez ce premier tutoriel une fois pour comprendre quelles sont un petit peu les techniques pour créer l'effet que vous voulez, l'idée que vous voulez. Et une fois que c'est fini, déjà avec le picture-in-picture, ça vous a aidé à suivre le tutoriel en même temps, à comprendre quelles sont les différentes étapes. Et derrière, il va falloir se réentraîner, parce que suivre un tutoriel, en général, ça suffit pas pour comprendre la méthode, pour réussir vraiment à l'appliquer, à le recréer, à le tweaker par le futur. Du coup, ce que je vous conseille ensuite, c'est de vous réentraîner en gardant juste le son du tutoriel, par exemple, mais pas l'image. Vous désactivez le picture-in-picture et vous gardez juste le son en fond. Comme ça, vous allez pouvoir recréer sans les indices visuels, mais juste avec l'accompagnement audio de la personne. Et puis ensuite, essayer de le refaire, bien sûr, sans aucun accompagnement, sans rien, et recréer l'effet, l'arranger un petit peu à votre sauce, etc. Et là, à la limite, quand le sujet est bien maîtrisé, on peut parler d'utiliser un plugin pour éviter de perdre ce temps pour faire des effets compliqués qui des fois prennent pas mal de temps, c'est vrai. Mais voilà, vraiment n'oubliez pas, le plus important c'est d'apprendre à faire les choses, d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles idées. Et en fait c'est ça, avec toute cette accumulation de trucs qu'on apprend au cours de notre vie, qu'on va pouvoir créer de nouvelles idées. Donc c'est vraiment dommage de trop vite sauter sur les plugins, et c'est là où le picture-in-picture peut vous aider à apprendre de nouvelles choses pendant que vous créez. Donc c'est vraiment le must, c'est vraiment sympa. Alors, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, malgré ces 3 features très étonnantes. En fait, ce qui est marrant avec ces 3 fonctionnalités, c'est que c'est vraiment des outils qui permettent de se combiner à d'autres, combiner à du papier, combiner à de la vidéo en temps réel, juste avoir accès à un historique, mais ça rend ça beaucoup plus intéressant, et mieux faut arrêter je préfère en tout cas personnellement arrêter de faire la course aux outils, aux plugins. Ça m'énerve un peu de voir tout le temps des top 5 plugins, top 5 outils de design, même si des fois il m'arrive de vous en faire, mais j'essaye toujours de les centrer sur qu'est-ce qu'on peut en tirer vraiment personnellement derrière en tant que designer et qui vont nous aider sur le long terme de l'expérience, et se concentrer comme ça sur les compétences personnelles, les trucs qu'on peut ajouter à nos process, les trucs qu'on peut apprendre au fur et à mesure au lieu de trouver des shortcuts mais qu'on va pas vraiment comprendre. Je trouve ça vachement intéressant. Si c'est également ton cas, je pense que le podcast Parlons Design devrait t'intéresser et tu peux t'y abonner directement pour suivre les prochains épisodes de la saison 5. Également, si tu veux plus de contenu design, il y a Partageons Design, c'est un espèce de blog que j'alimente un petit peu tous les jours en vous recommandant mes ressources de design préférées. Dès que je trouve un truc un petit peu intéressant, plutôt très intéressant j'espère, je vous le partage, je vous mets des fois un petit commentaire pour que vous ayez mon avis dessus, et vous pouvez y accéder directement dans Feedly, c'est un RSS reader génial, donc il y a le lien dans la description, ou sinon par newsletter mail si c'est un format qui vous convient le mieux. Vous êtes pas mal à le suivre désormais, ça fait vachement plaisir, je suis très content de voir que ce contenu que je vous partage, que je sélectionne à la main vous plaît, donc en tout cas n'hésitez pas à rejoindre la communauté Parlons Design et Partageons Design, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design. Parlons design. Design. Parlons design.